Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Alors, est-ce qu'avant de commencer, vous pouvez, simplement me confirmer sur le chat si vous m'entendez correctement, si, l'image est OK pour vous? Oui, très bien, OK, super. Merci à tous, pour, la réactivité. Je vois qu'il y a déjà pas mal de gens sur le chat. Bon, aujourd'hui, vous êtes à peu près, 200 personnes, enfin, vous êtes 200 personnes à être inscrites, au webinar. Donc, ça veut dire qu'on devrait être une centaine de personnes là, en live, sur ce créneau. Et puis, j'imagine qu'il y a une cinquantaine de personnes à peu près qui nous regarderont en replay. Donc bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, comme son nom l'indique, on va parler d'IA et de relations clients. C'est ça l'objet de la présentation aujourd'hui. Euh, Peut-être juste avant de commencer, de rentrer dans le sujet, pour vous présenter rapidement Scaling, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui nous connaissent et d'autres qui nous découvrent aujourd'hui. Scaling, c'est ce qu'on appelle une Customer Success Platform, c'est-à-dire que schématiquement, on va prendre le relais du CRM une fois que les deals sont signés, une fois que les prospects deviennent clients, pour permettre aux équipes, alors quand on dit Customer Success, c'est au sens large, hein, au sens large, ça peut être des équipes d'onboarding également, mais pour vous permettre du coup de mieux onboarder, mieux suivre vos clients. Comment on va faire ça? On va faire ça en travaillant sur 3 points. Le premier point, ça va être la capacité à construire une vue client à 360 degrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez probablement des données dans votre CRM pour savoir qui se connecte à votre solution. Vous allez dans une BI ou dans votre back-end. Peut-être que vous avez un outil de support. Peut-être que vous avez un outil de gestion de projet. Du coup, toutes ces choses-là sont aujourd'hui dispersées sur différents outils. Et nous, on va vous permettre de les centraliser pour avoir un dashboard à 360 degrés de vos clients. Deuxième chose, à partir de toutes ces données, en fait, on va les rendre intelligentes pour vous aider à calculer ce qu'on appelle un score de santé, qui, en l'occurrence, est assez largement basé sur l'IA. On va revenir là-dessus. C'est pas le sujet du webinaire de parler score de santé, mais ça fait partie des sujets qu'on va aborder. Et puis, troisième chose, une fois qu'on a rendu cette data intelligente, ben, comment est-ce qu'on aide les équipes Customer Success à passer à l'action? Et donc, ça va passer à travers de l'alerting, des playbooks. Donc voilà, donc c'est sur ces trois piliers qu'on va travailler. Et voilà, donc juste pour introduire rapidement Scaling pour ceux qui ne connaissaient pas la plateforme. Euh, je reviens du coup à notre sujet, donc IA et relations clients. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va vous parler du coup de trois technos, c'est comme ça qu'on l'avait présenté, trois technos, et à chaque fois, pour chacune de ces technos, on va procéder en trois temps. Premier temps, on va vous présenter la technologie, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle, comment ça fonctionne. Deux, puisque c'est des technos qu'on utilise au sein de Scaling, comment nous est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on les exploite au sein de Scaling. Et trois, quelles sont, selon nous, les perspectives d'évolution à 3-5 ans? Ça peut être sur la techno en elle-même ou sur la façon dont nous, on imagine que demain, Scaling ou d'autres Customer Success Platforms pourraient s'approprier ce genre de technologie. Donc voilà, et pour chacune de ces technos, on suivra ce plan d'action. Et puis, comme on est un peu taquin, on va aller du moins sexy au plus sexy et du plus, j'allais dire, actuel au plus prospectif euh, au fil, euh, au fil des slides. Euh, alors, évidemment, là-dedans, on va parler d'IA générative. C'est un peu le sujet du moment, mais on va pas parler que de ça. C'est-à-dire qu'on va aussi évoquer des technos qui sont moins récentes, mais qui nous intéressent. Mais ça va nous intéresser de nous projeter sur ces technos et de nous dire bah, comment est-ce que ces technos, aujourd'hui, comment est-ce qu'on les voit évoluer, comment est-ce que les nouvelles technologies d'IA et d'IA générative pourraient faire évoluer cette techno à l'avenir et comment est-ce qu'on pourrait en tirer profit d'un point de vue customer success de manière générale. Et
Et voilà, et c'est aussi la convergence des technos, des moins modernes et des plus modernes qui nous intéressent pour voir comment demain les choses pourraient évoluer et pourraient se dessiner. Voilà, et puis peut-être juste une précision avant de commencer, hein. Enfin, on va parler d'IA. J'allais dire, alors, pour normalement les personnes qui sont connectées, plutôt des profils Customer Success, Head of, etc., j'allais dire, rassurez-vous, c'est-à-dire qu'on va parler d'IA, mais l'objectif, c'est plutôt voilà, de vulgariser pour que ce soit compréhensible par tous et on l'espère vous apprendre des choses parce que c'est peut-être pas vos sujets du quotidien. Et voilà, à l'inverse, c'est pas une présentation qui est justement dédiée aux data scientists, etc. Donc, je ne sais pas s'il y en a dans l'audience. Et pardonnez-moi d'avance, je vais prendre des fois certains raccourcis, puisque l'objectif, c'est pas de faire une présentation technique sur ce qu'est l'IA, mais plutôt de réfléchir à comment, d'un point de vue métier, on va pouvoir exploiter l'IA. Voilà, et cela étant dit, donc, si vous avez des questions, il y a un module de questions. Donc, c'est pas il y a le bouton de chat tout en bas à droite et vous avez aussi juste à gauche de celui-ci un module de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ici. C'est plus pratique que le chat, notamment s'il y a plusieurs questions pour les récupérer. Et du coup, à la fin de chaque grande partie, j'essaierai d'y répondre au mieux. Écoutez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et du coup dans la première techno dont on a choisi de parler aujourd'hui. Cette première techno, c'est ce qu'on appelle l'IA Natural Language, qui peut aussi des fois être appelée l'IA d'analyse de sentiments. Nous, on utilise plutôt ce deuxième terme chez Scalin, et donc qui est l'analyse en langage naturel. Donc ça, pour présenter la technologie en quelques mots, cette IA en langage d'analyse en langage naturel, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet donc d'examiner un texte et d'en extraire l'émotion dominante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on parle de texte, donc un écrit, et par exemple, ça peut être un email, un ticket au support ou quelque chose comme ça, un écrit sur lequel on va être capable d'extraire du coup une émotion. Qu'est-ce que c'est une émotion? C'est finalement être capable de dire si votre client il est euh, s'il est satisfait de la conversation qu'il est en train d'avoir avec vous, s'il est dans un bon état d'esprit, s'il est constructif, ou à l'inverse, s'il exprime un mécontentement, une insatisfaction, une frustration. Donc c'est ça, quand on parle d'émotion, c'est être capable d'identifier l'état d'esprit de vos clients lorsqu'ils vous contactent. Pour cette IA, elle fonctionne en fait avec deux choses, c'est-à-dire que, en gros, quand vous allez utiliser une IA de natural language, comme on le fait nous, l'IA, elle vous donne deux informations. La première information qu'elle vous donne par rapport au texte que vous lui soumettez, c'est donc cette fameuse analyse du sentiment, c'est-à-dire, voilà, sur un score de 0 à 1, dans quelle mesure ce sentiment est positif ou dans quelle mesure ce sentiment est négatif. Donc ça, c'est ce que j'exprimais, c'est-à-dire quel est le niveau de satisfaction ou le niveau de mécontentement de votre client. Ça, c'est le sentiment. Donc ça, c'est la première chose que cette IA va nous donner. Et la deuxième chose que l'IA va nous donner, c'est ce qu'on appelle la magnitude du sentiment. Et cette magnitude, ça veut dire quelle est la puissance du sentiment. C'est-à-dire, est-ce que je suis en train d'exprimer une satisfaction ou une insatisfaction, potentiellement sur un sujet qui n'est pas extrêmement important, ou est-ce que je suis en train d'en parler sur un sujet qui est important, qui me touche vraiment. Donc voilà, donc il y a d'abord qu'est-ce que je pense, quel est mon état d'esprit et quelle est la puissance de ça, c'est-à-dire quelle importance ça a. Est-ce que je suis en train d'exprimer un petit mécontentement et puis hop, ça va passer, ou est-ce que je suis en train d'exprimer quelque chose de plus profond, etc. Et ça, c'est la magnitude. Donc ces deux informations sont vraiment intéressantes en termes d'output dans cette IA Natural Language. Nous, on va exploiter ces deux informations au sein de Scalin, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, dans Scalin,
centraliser un certain nombre d'informations. Vous allez synchroniser votre CRM, mais vous allez aussi synchroniser votre boîte mail, votre agenda, votre outil de ticketing et différents outils. Et donc, du coup, on va avoir accès, bien sûr, à toutes les conversations que vous avez avec vos clients. Et donc, typiquement, on va avoir donc bien sûr une timeline comme ça avec toutes les conversations que vous avez avec un client. Et vous voyez du coup à droite des petits points verts ou jaunes, enfin bref, sur une échelle de 1 à 5, vous voyez comment est notée l'interaction. Et donc là, on fait le zoom sur une interaction en particulier, où là, un client vous écrit urgent, problème de stat, et voilà, vraisemblablement, il vous écrit parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas comme ça devrait. Et ça, du coup, ça va être l'analyse de sentiments va nous permettre automatiquement de détecter que ça, c'est une interaction qui est négative, hein, puisque c'est bien ça dont il s'agit. Alors évidemment, c'est intéressant de le savoir et en soi, vous auriez pu la noter. Ce qui est intéressant, vous auriez pu arriver à la même conclusion. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, ça va être fait de façon systématique, automatique, sur toutes les interactions que vous avez avec vos clients et ça va nous donner, nous, une bonne idée de la tendance, par rapport justement à cet état d'esprit et comment est-ce qu'il évolue dans le temps. Si je le dis autrement, c'est pas parce que vous recevez un email comme ça un jour d'un client qui a un problème et qui arrive plus à se connecter à votre plateforme ou qui arrive plus à accéder à son dashboard, peu importe, que automatiquement le client va devenir un client à risque, etc. En revanche, si c'est quelque chose qui arrive de plus en plus fréquemment chez ce client-là, si c'est quelque chose qui n'arrivait pas avant, qui arrive maintenant, et cetera, et ben, ça va nous donner des signaux, précieux pour déterminer, du coup, le niveau de satisfaction, du client et se dire qu'il y a une situation qui potentiellement est en train de se dégrader et ça, on va vouloir l'exploiter. Hem, donc ça, c'est, la façon dont on l'utilise aujourd'hui et on va en parler après, mais ce score, ça nous donne du coup un micro signal, comme je disais, sur, l'évolution au fil du temps du sentiment, de vos interlocuteurs et ce score-là, on va derrière l'exploiter dans le cadre d'un score de santé. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc ça, c'est l'analyse de sentiments ou l'analyse en langage naturel. Je précise quelque chose, parce que des fois on nous pose la question, est-ce que ça réagit? Est-ce que c'est sur des mots-clés, et cetera? Plusieurs choses. Donc ça fonctionne sur de l'écrit, ça fonctionne en multilangue, c'est-à-dire que vous ayez des interlocuteurs français, anglais, allemand, et cetera. C'est une techno qui fonctionne en multilangue et c'est une techno qui fonctionne à la fois sur de la sémantique, donc effectivement sur des mots-clés, mais aussi sur des tournures de phrases, des façons de s'exprimer. C'est-à-dire que je caricature un peu en disant ça, mais un client qui vous écrit: «OK, super, point d'exclamation, smiley, et cetera», OK, c'est super, c'est positif. En revanche, super, 3 petits points, on comprend que c'est de l'ironie et donc la techno fait la différence aussi, en fonction de tournure de phrase et va pas interpréter un mot-clé de la même façon, en fonction de la façon dont la phrase est tournée. Donc ça, c'est la façon dont ça marche, aujourd'hui, de manière générale et comment nous on l'exploite, côté Scaling. Après, si on parle des perspectives d'évolution, sur cette partie-là, nous, comment on imagine, que les choses vont évoluer? En fait, on imagine que, l'analyse de sentiments, en fait, va venir s'enrichir, de ce que fait l'IA générative ou que l'IA générative va venir, enrichir, ce que, l'analyse de sentiments va permettre de produire. Je m'explique. Hem, Aujourd'hui, je grossis un petit peu le trait volontairement, mais aujourd'hui, un client, qui vous explique très gentiment, que, probablement il, va mettre fin à son abonnement, mais que, il est très content de la façon dont ça s'est passé avec vous, que, vraiment vous étiez top, que vraiment c'est pas de votre faute et que et cetera. Je caricature évidemment, mais l'analyse de sentiments peut se faire un petit peu berner par, la façon dont le texte est tourné et se dire: «OK, en fait, il y a beaucoup de choses positives dans ce texte et cetera». Oui, mais il y avait qu'un seul mot qui était négatif, mais il était important, c'était le mot, «Je vais peut-être résilier mon abonnement». Et aujourd'hui, de toute façon, il y a aucune IA qui est parfaite, hein. On peut
déjà posé ça en préambule. Mais aujourd'hui, l'IA d'analyse de sentiments, elle peut se laisser un peu abuser par ce genre de tournure très policée qu'on peut utiliser des fois dans le langage professionnel. Nous, ce qu'on pense, c'est que en fait, à un moment, on s'est posé la question de dire, OK, est-ce que finalement, l'IA générative aurait pas des réponses plus intéressantes? Et en fait, ce qu'on pense, c'est que ceux qui font ces technos d'analyse de sentiments vont se mettre à utiliser les technos que souvent ils produisent aussi, qui sont des technos d'IA générative. Genre, Google fait de l'analyse de sentiments, Google fait de l'IA générative. Et en fait, on pense qu'à un moment, ils vont combiner ces deux choses-là pour faire en sorte que quand il y a un mail comme ça, l'IA générative fasse un premier tri d'une certaine façon, et en fait fasse extrait la quintessence du message pour la soumettre derrière à l'analyse de sentiments. Et en fait, fasse une sélection de ce qui est pertinent, retraite le message pour éliminer finalement tous les mots qui servent à rien, qui sont juste là pour faire joli et pour rester poli et voilà parce que on fonctionne tous comme ça dans le monde professionnel, et soumettre quelque chose d'un peu peut-être un peu plus brut et un peu plus et un peu plus marqué à l'IA Natural Language pour que elle puisse faire une analyse qui soit en fait plus fiable par rapport à ça. Donc voilà, donc on pense que ces technos à un moment vont converger. On ne sait pas exactement encore de quelle façon, sous quel timing, mais qu'elles vont converger pour permettre notamment des analyses peut-être plus tranchées aussi au niveau de l'IA Natural Language. Donc voilà pour ce que je voulais vous partager sur cette partie-là. Je vois qu'il y a une question, donc Quentin qui demande: «Le paramétrage est-il compliqué pour cette technologie?» Ben, en fait, ça va rejoindre d'ailleurs un peu le point suivant qu'on va aborder. Tout dépend, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, je ne sais pas si la question elle porte sur de manière générale ou dans Scale-in. Dans Scale-in, la techno, elle est embarquée. Du coup, il n'y a aucun paramétrage à faire. Tout se fait de façon automatique à partir du moment où vous avez connecté votre messagerie. Après, il y a un autre sujet et qu'on va évoquer juste là sur le point 2. C'est, OK, si vous voulez pas prendre une solution du marché, comment est-ce que derrière, vous allez construire justement vos propres technos d'IA? Et donc, en fait, ça fait une bonne transition avec cette partie-là. Parce que la deuxième partie dont on veut parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'auto-ML, c'est-à-dire c'est le machine learning automatisé et en particulier d'une typologie d'algorithmes à l'intérieur de ça. Mais peut-être déjà pour définir ce que c'est l'auto-ML. Donc, OK, machine learning automatisé. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. En tout cas, je pense pour la plupart d'entre vous. Et c'est tout à fait logique. En gros, il y a quelques années, les data scientists, pour créer des modèles, ils étaient obligés. Alors bien sûr, ils utilisaient des modèles qui étaient existants et puis ils les installaient sur des machines et puis ils les testaient, puis machin. Et ben bref, mais c'était pas du tout dans les conditions de production, c'était pas du tout sur la base de données avec les données réelles des clients, etc. Bref, aujourd'hui, tout ça, la plupart des fournisseurs de solutions cloud, donc Amazon, Azure, Google, etc., en fait, fournissent maintenant leurs propres technologies de machine learning qui sont embarquées sur les technologies qui vont fournir à vos équipes IT pour du développement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes sur Google BigQuery, si vous êtes sur Amazon S3, si vous êtes sur ce genre de choses, vos équipes techniques et data science ont accès en fait à des modèles qui sont pré-embarqués sur ces plateformes, des modèles algorithmiques, des modèles de machine learning qui sont directement managés par ces machines-là et qui vont être du coup beaucoup plus simples à exploiter, qui vont faciliter très largement la vie des data scientists. Là où avant, ils étaient obligés de faire beaucoup de choses en amont avant de pouvoir exploiter la donnée. Là, ça simplifie beaucoup de choses dans le sens où on réunit à la fois la notion d'hébergement de données et la notion de modélisation autour de la donnée. Donc ça, c'est, on va dire, pour la théorie là-dessus. Sur ces technos d'AutoML, vous avez accès à du coup plein de librairies, d'algorithmes qui sont
qui sont disponibles. Et notamment, nous, il y en a une qui nous intéresse particulièrement, qui est un algorithme de forecasting. Donc, qu'est-ce que c'est le forecasting? Alors, pour les plus bilingues d'entre vous, vous avez compris l'idée. Mais le forecasting, c'est quoi? C'est l'idée d'exploiter la donnée passée pour arriver à prédire le comportement futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on l'utilise par exemple pour quand on va analyser, exploiter la donnée d'utilisation de vos clients. C'est-à-dire vos clients, vous avez un certain nombre d'utilisateurs actifs, peut-être qui varient dans le temps. En général, c'est pas ça qui varie le plus. Mais par contre, leur usage, lui, peut-être qu'il varie. Ils viennent plus, leur usage augmente, leur usage baisse, etc. Et c'est plus ou moins chaotique. Quand on va avoir ces données-là, eh ben, l'idée, ça va être de dire, OK, à partir de toutes ces données passées, je suis capable de dire où sera mon client dans 2 semaines, où est-ce qu'il sera dans un mois, et je suis capable de prédire son comportement futur. Et je suis capable de dire, bah, attention, là, s'il continue sur cette voie-là, en fait, dans quelques mois, j'ai plus d'usage du tout, et donc, je sais que ce client est à risque. Ça, pourquoi est-ce que c'est une techno qui nous intéresse particulièrement quand on est éditeur d'une Customer Success Platform? Bah, ça nous intéresse particulièrement pour calculer bah, notamment le score de santé, on y revient tout à l'heure. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que la plupart des scores de santé qui sont utilisés par j'allais dire d'autres éditeurs de plateformes Customer Success, sont pas forcément drivés par des algos, mais sont drivés par des règles de gestion. C'est-à-dire que vous définissez une règle métier qui, à un moment, va déclencher une alerte ou un playbook. Et cette règle métier, elle va être de dire, OK, bah, par exemple, si j'ai moins de 10 connexions sur une semaine, je veux que tu me préviennes. Si j'ai pas de connexion depuis X jours, je veux que tu me préviennes. Là où l'algorithmie est intéressante, c'est qu'elle nous permet de dire, OK, en fait, peut-être que là, il est à plus de 10. Mais à ce rythme-là, par contre, et il sera à 0 dans un mois. Et en fait, on peut anticiper du coup davantage en utilisant ce genre de techno de forecasting. Donc, je vais répondre, je vois qu'il y a Elliot qui a posé 2 questions. Hello Elliot, on s'est croisé sur LinkedIn tout à l'heure, mais hello en vrai. Comment est-ce qu'on utilise du coup cette notion de forecasting? Nous, on utilise donc au sein d'un score de santé, c'est-à-dire que c'est pas l'objet, donc je ne vais pas en parler très longtemps ici. Mais en gros, donc on calcule un score de santé. L'objectif, c'est de dire, OK, vous avez 100 clients, par exemple. Sur ces 100 clients, bah, peut-être qu'il y en a 7 en ce moment qui méritent une attention particulière parce que ça fait un petit moment que vous leur avez pas parlé. Petit à petit, justement, leur usage se dégrade. Voilà, leur contrat, il arrive à terme dans pas si longtemps que ça. Et donc, du coup, pour tout un tas de facteurs, vous avez intérêt à porter votre attention sur ces comptes-là en ce moment. Donc ça, c'est l'objectif d'un score de santé. Et donc, pour calculer ce score de santé, on analyse globalement 4 grandes familles de critères. Et une de ces catégories, c'est toute la partie usage. Et c'est notamment dans cette partie-là qu'on utilise toute cette partie de forecasting pour arriver à déterminer non pas ce qu'on sait déjà et qui s'est déjà produit, mais ce qui probablement va se passer d'ici 2 semaines ou d'ici un mois. Pour répondre à ta première question, Elliot, quelles techno d'IA sont utilisées chez Scaling? Alors, on peut pas dévoiler tous nos secrets. On a une partie on a des algos maison, mais notre stack, globalement, c'est une stack Google derrière. Donc, donc on est plutôt branché Google, plutôt sur une stack Google, sur BigQuery, etc. Et on va en reparler tout à l'heure. Et en termes d'IA générative, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on est plutôt sur GPT. Mais dès que Google sera plus mature, et c'est en train de devenir le cas avec Gemini, on reviendra sur du Google, où on a la possibilité notamment d'héberger et de faire transiter la donnée en zone Europe, ce qui n'est pas le cas sur GPT et ce qui est pas idéal.
Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est un truc qu'on active que à la demande pour nos clients, puisque nous, on est un éditeur français, que nos données, elles sont hébergées en Europe, etc. Et que GPT, du coup, est un peu l'exception. Donc, c'est vraiment un module qu'on active on demand lorsqu'on nous le demande. Et dès qu'on pourra remettre ça sur Zone Europe, on le fera. Et donc, vraisemblablement avec Google. Et ta deuxième question, est-ce que l'analyse de l'email est finalement plus utile en CS Low Touch avec un grand nombre qu'en CS High Touch, où on connaît déjà bien nos clients? Eh ben, pour moi, pas nécessairement, dans le sens où en fait, c'est aussi quelque chose qui va être combiné avec d'autres informations. Et finalement, c'est quand même utile d'arriver à prendre la distance et se dire, OK, en fait, la dernière fois que j'ai pris un carton par ce client-là, est-ce que c'était un opérationnel, est-ce que c'était un décisionnaire, etc. Et de rendre tout ça intelligent grâce à de l'algorithmie. Et puis, il y a aussi le côté où potentiellement, cette information, elle n'intéresse pas que le CSM qui connaît déjà bien son client, ça intéresse peut-être son N+1, son N+2, son N+3. Et donc, bref, avoir aussi à un moment une analyse plus neutre sur ces informations me semble être quelque chose d'utile. Ensuite, sur cette partie de forecasting, quelles sont donc selon nous, les perspectives d'évolution à 3-5 ans? Et ben pour nous, on disait là, la partie AutoML, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Ça fait 6-7 ans que ça existe. Évidemment, ça progresse chaque année, mais c'est pas une techno qui est nouvelle en soi. En revanche, on pense que pareil, l'IA générative va apporter quelque chose là-dessus, c'est-à-dire que là, ça va apporter de la simplification pour industrialiser, mettre en production des modèles. Nous, ce qu'on pense, c'est que l'IA générative, enfin, c'est pas qu'on pense, c'est qu'il y a des travaux qui sont en cours, il y a déjà des choses qui sont sorties là-dessus, qui sont encore un peu balbutiantes, mais on pense que voilà, d'ici quelques années, en fait, l'IA générative va pouvoir faire ses propres prédictions. En fait, à partir d'une question, ce qui est le cas aujourd'hui, hein, quand vous posez une question à ChatGPT, voilà, vous écrivez votre prompt. Donc là, vous écrivez un prompt en disant finalement quel objectif vous voulez atteindre, et vous donnerez votre set de données. Et à partir de ce prompt et de ce set de données, potentiellement, l'IA va elle-même se dire, OK, bah, en fait, sur les différents modèles qui existent, bah, je vais tester celui-ci, celui-ci, celui-là. Je vais commencer à faire tourner des tests de façon autonome, sélectionner le modèle qui est le plus pertinent des trois. Donc ça va être la première chose, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir faire ses propres prédictions à partir de sets de données qu'on lui fournira et avec du coup beaucoup moins d'instructions qui lui sont données. Et après, la deuxième chose, c'est que l'IA va pouvoir aussi affiner ce qu'on appelle en data science les hyperparamètres du modèle et la sensibilité du modèle. Donc en fait, toutes ces petites variables sur lesquelles on joue quand on analyse une donnée, eh ben, elle va pouvoir les ajuster, les tester pour trouver finalement l'optimum en termes d'algorithme et arriver à la solution la plus efficiente. Qu'est-ce que c'est un hyperparamètre? C'est, je ne sais pas, bah, on prend l'exemple du forecasting dont je parlais tout à l'heure. OK, pour établir mon forecasting, qu'est-ce que je prends comme point? Est-ce que je regarde ce qui s'est passé sur les 3 dernières semaines, sur les 3 derniers mois, sur les 6 derniers mois? Finalement, qu'est-ce qui me permet d'avoir le meilleur forecasting par la suite? Et ben ça, c'est des trucs où on va jouer sur des paramètres, on va tester, on va regarder ce qui fonctionne le mieux. Voilà, donc ça fait partie des paramètres dans l'algo. On a le modèle, etc., mais on teste des paramètres. Et ben, du coup, demain, l'IA, elle va pouvoir tester ça, ce qui aujourd'hui doit être fait manuellement, testé manuellement, etc. Elle va pouvoir le tester, potentiellement même paralléliser tout un tas de tests pour trouver la solution optimale toute seule. Donc voilà comment on imagine que cette techno d'AutoML va pouvoir évoluer dans le futur. Donc voilà pour cette deuxième techno. Donc on a parlé de l'analyse de sentiments, on a parlé de l'AutoML et du forecasting. Et évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler de l'IA générative. On l'a un peu évoqué en fil rouge dans cette présentation. On respecte la structure comme pour les autres technos, mais pour la présentation, je pense que vous voyez maintenant, sauf si vous visez dans une grotte, globalement de quoi il s'agit. On parle de tout ce qui est chat, GPT, etc. et toutes ces solutions qui en fait permettent
de générer du texte, des images, de la musique, éventuellement de l'audio, des vidéos, etc., à partir d'une instruction qui est donnée, donc un prompt qui est confié à cette IA et qui va permettre de générer des choses qui n'existaient pas auparavant. Ça permet de faire différentes choses. Ça peut créer des textes, des images qui n'existaient pas, mais ça peut aussi faire des synthèses, ça peut aussi répondre à des questions, donc différentes choses comme ça. Des technos, Elliot en a cité quelques-unes dans sa question tout à l'heure, il en existe plusieurs, voilà, Mistral, GPT, Gemini, qui est le nouveau nom que Google a donné à son IA. Donc il y en a différentes qui existent. Et nous, donc, on a pris un peu d'avance tout à l'heure en parlant, mais là, on a donc intégré, il y a un petit moment sur Scaling, c'était pour la présentation de Engage, le salon Engage de l'an dernier, donc c'était à peu près en juin dernier qu'on avait intégré ça, où dans la plateforme, on a un module qui est drivé par ChatGPT actuellement, où en fait, quand on est dans la plateforme, où on centralise toutes les interactions, on en parlait tout à l'heure, les tickets, les mails, etc., de vos clients, il y a un petit bouton ici qui est mis en avant, qui va donner accès en fait à un certain nombre de requêtes qui vont pouvoir être effectuées. Si je clique dessus, globalement, j'arrive sur cet écran où on me propose donc cinq requêtes préenregistrées, et puis je peux créer aussi ma propre requête. Et si je prends l'exemple des 5 et que je zoome dessus, je peux dire, OK, Scaling, à partir de toutes les données dont tu disposes sur mes clients, et notamment à partir des interactions que j'ai eues avec mon client sur les 6 derniers mois, fais-moi sortir les points saillants que j'ai eus avec mon client. Tous les points importants qui mériteraient d'être soulignés. Et donc, on va cliquer dessus et en fait, l'IA va automatiquement générer une réponse qui va permettre de synthétiser la situation. Et pour faire écho à la question qu'Eliott posait tout à l'heure, voilà, oui, OK, en high touch, je connais bien mes clients, etc. Donc, peut-être que moi, en tant que CSM ou responsable du compte, peut-être que moi, je vais rien apprendre en faisant ça. En revanche, mon manager ou mon N+2 qui est prévu de venir sur la prochaine business review que j'ai avec mon client, avec lequel j'ai pas vraiment eu le temps de faire un catch-up complet et lui expliquer quelle était la situation, hop, il va pouvoir directement arriver avec des insights là-dessus. Première chose. Et deuxième chose, moi, en faisant tout un tas de tests, je me suis aperçu que ça faisait aussi ressortir des fois des sujets qu'on avait un peu oubliés aussi, qui avaient été évoqués il y a des mois. Et puis, comme on a d'autres choses dans la tête et d'autres clients, il y a des choses dont on se souvient plus. Donc, ça peut aussi être intéressant. Ça, c'est le premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, c'est OK, fais-moi ressortir tous les feedbacks positifs que ce client a fait voilà, à notre sujet. À l'inverse, troisième cas d'usage, fais-moi ressortir les problèmes qui reviennent de façon récurrente avec ce client-là, les problématiques qui reviennent de façon récurrente. Quatrième cas d'usage, résume-moi le niveau d'implication des interlocuteurs sur ce client, des différentes parties prenantes, et notamment l'implication du sponsor. Ça, c'est le quatrième cas d'usage. Et le cinquième cas d'usage, et sur lequel je vais faire un petit zoom, c'est ressors-moi les opportunités d'upsell qui ont pu être évoquées avec ce client. Et donc là, pareil, il va mouliner donc tout un tas de données pour faire ressortir des choses qui potentiellement ont été un peu enfouies et oubliées. C'est-à-dire, là, j'ai fait ressortir, c'est un vrai exemple, hein. Je ne cite pas le client, mais c'est un vrai exemple. Et notamment, les points qui sont surlignés en vert sont ceux qui me semblaient les plus pertinents. Activation de Playbook, OK, le client n'a pas la feature, mais il a montré un intérêt pour cette fonctionnalité, etc. Et potentiellement, ça, c'est une opportunité d'upsell. Voilà, point 4, le sujet des playbooks, ça l'intéresse. Il a évoqué le fait qu'il était en train de demander un budget pour cette partie-là, etc. Et donc, des choses qui ont pu être évoquées comme ça très rapidement au cours d'une conversation ou très rapidement au cours d'un email, en fait, vont pouvoir réémerger grâce à l'utilisation de ce genre de techno. Donc ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Je parle de
comment ça pourrait évoluer dans le futur? Alors déjà, il y a le côté, futur proche. Futur proche, c'est quoi? C'est, couvrir des nouveaux cas d'usage. Aujourd'hui, les cas d'usage dont je parle, c'est plutôt des cas d'usage qui sont basés sur des interactions. On va analyser les interactions, donc mail, tickets, meeting, les notes, et les comptes rendus de réunion que vous avez, saisis sur la plateforme et voilà. Demain, on pourrait tout à fait décliner ça sur la partie, usage en fournissant des données de connexion, de login, d'utilisation de telle ou telle, fonctionnalité sur la plateforme pour demander, pareil, une analyse, hem, quasi humaine, de la façon dont, votre client utilise ou pas la plateforme, et de recommandations, qu'on pourrait faire par rapport à ça. Donc ça, c'est, quelque chose qu'on pourrait, déjà faire, tout simplement qu'on n'a pas encore, décidé de prioriser. Un autre truc qu'on pourrait déjà faire, c'est aussi dire: «OK, là, on était sur le cas d'un client et on analysait ce qui se passait client par client, au cas par cas». On pourrait imaginer exactement la même chose, mais en vue, haute sur l'ensemble du portefeuille. C'est-à-dire, typiquement, un exemple tout à l'heure, c'est, quelles sont les remarques ou les demandes récurrentes, de la part de ce client-là? Bah, ça, demain, on le fait sur l'ensemble de la base client, bah, ça nous permet demain d'alimenter une roadmap produit en disant: «Voilà, aujourd'hui, les 10 problèmes, qui remontent le plus fréquemment, de la part de l'ensemble de nos clients, c'est cela et on va pouvoir du coup driver, peut-être, plus objectivement sa roadmap produit à partir de ce genre de données. Voilà, donc quelles sont les fonctionnalités qu'on nous demande régulièrement? Quels sont les problèmes qui remontent de façon à plus récurrente, chez les clients? Et de manière transversale, quelles sont les opportunités d'upsell? OK, il y a, l'intégration qu'on nous demande le plus aujourd'hui, c'est l'intégration Pendo. OK, OK, bah, très bien. Du coup, on est capable de prioriser ça par rapport à notre roadmap parce qu'on sait de façon objective que c'est ce qui revient le plus dans les échanges qu'on a avec nos clients. Donc ça, c'est du quelque chose de c'est du futur proche dont je parle et après on va aller sur des choses un petit peu plus, prospectives. Donc là, on est plus sur des, perspectives à 3-5 ans, et pour moi, on va aller à un moment vers un modèle de, ce que j'appelle le VP Customer as a Service, voilà, c'est-à-dire, l'IA qui va devenir suffisamment puissante pour arriver, à partir de toutes les données qu'elle a à sa disposition, sortir des insights réellement intelligents pour aider à prioriser des clients, pour aider à recommander des plans d'action et finalement, guider le CSM et recommander en tout cas des pistes au CSM que lui sera, évidemment, toujours en maîtrise, d'accepter ou pas, d'enrichir ou pas, mais en tout cas d'apporter quelque chose, qui est plus simplement de l'ordre de la synthèse ou du résumé, voilà, qui va plus loin que l'analyse et qui est de dire: «OK, j'ai synthétisé, j'ai analysé et voilà ce que je te recommande et tu prends ou tu laisses». Mais, voilà, en tout cas la vision qu'on a nous à 3-5 ans, c'est que des plateformes, comme la nôtre puissent derrière recommander de façon très concrète des plans d'action, à mener, sur un client ou des clients en particulier. Ça, c'est la première chose, on va dire, plus prospective sur cette partie, IA générative. Autre chose, qui, nous semble être une évolution possible, c'est le côté un peu assistant personnel. C'est-à-dire que à partir de questions et on le voit déjà un peu, hein, sur des solutions plutôt orientées ticketing, plutôt orientées support, mais qui pourraient, j'allais dire passer un cap, et s'élargir à d'autres équipes et y compris, niveau customer success. Et j'ai un client qui me pose une question qui est peut-être d'ailleurs une question un peu parfois un peu complexe et du coup, l'IA va me permettre de suggérer des réponses qui sont à la fois précises, c'est-à-dire, à partir de toute la donnée, toute la connaissance dont elle dispose, les FAQ qu'on lui a donnés, pour se nourrir, et nourrir sa connaissance. À partir de toutes ces données-là, elle sait déjà faire une réponse précise, mais potentiellement, elle sait faire une réponse personnalisée parce que,
elle sait comment se sont passées les interactions passées avec ce client-là, potentiellement même quel est son niveau de maturité. Et du coup, ben, comme un CSM, je ne vais pas répondre à mon client de la même façon selon qu'il est mature ou pas mature, etc. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qui devrait se produire. Voilà, il y a déjà des initiatives, hein, encore une fois sur la partie support, mais pour l'instant, pour moi, on en est quand même au balbutiement sur ça, et on n'a pas encore cette capacité à répondre à des questions compliquées réellement. Donc, pour moi, il y a vraiment ça. Et il y a la deuxième chose, qui est de se dire, bah, OK, j'ai réussi à identifier quelles étaient les demandes fréquentes que j'avais, voilà, ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, quelles sont les demandes qui reviennent de façon récurrente dans les conversations que j'ai avec mes clients, et ben du coup, je suis capable derrière d'enrichir automatiquement et de créer automatiquement une FAQ. C'est-à-dire, j'identifie les questions, je suis capable d'y apporter les réponses et je vais venir les greffer à une base de connaissances pour qu'au fil de mes discussions et au fil éventuellement des réponses que moi-même j'ai pu apporter, eh ben, je suis capable de consolider de la connaissance et de venir derrière l'enregistrer dans une documentation qui est dédiée à ça. Donc ça, c'est le côté plutôt assistant personnel. Et enfin, dernier aspect, c'est le côté support augmenté. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne sais pas si pour ceux qui l'ont testé, mais vous pouvez poser une question à ChatGPT en français ou en anglais, il sait vous répondre, peut-être un peu mieux en anglais, mais globalement, il sait vous répondre dans la langue dans laquelle vous lui parlez. Et si vous lui demandez de synthétiser un article en anglais, mais en langue française, il sait le faire aussi. Et donc, du coup, demain, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait de la traduction multilingue à la volée, c'est-à-dire que vous avez une base de connaissances, en français, en anglais, peu importe. Et à partir de ça, l'IA est capable de me répondre, à partir d'une requête que je fais, d'aller taper dans ma base de connaissances, mais de me répondre dans la bonne langue et de me reformuler finalement ce qui est raconté dans l'aide de façon plus humaine, comme moi j'aurais pu le faire en étant CSM. Donc interpréter la documentation, la traduire et apporter une réponse contextualisée au client. Premier point. Et si on met ça en perspective avec le deuxième point, on arrive à des choses très intéressantes. C'est-à-dire que vous avez peut-être vu passer une vidéo qui avait un peu buzzé, c'était Agen qui faisait ça, qui est une solution qui fait des avatars vidéo. C'est-à-dire que vous numérisez votre tête dans cette solution. Je cite Agen, il y en a d'autres. Et globalement, vous avez votre avatar virtuel, c'est-à-dire que voilà, il suffit d'enregistrer deux, trois mots, un peu de vidéo, etc. Il vous numérise et vous avez votre propre avatar. Mais après, cet avatar, si on veut l'utiliser, en gros, là, aujourd'hui, il faut lui donner du texte et il est capable de, quelque part, réciter ce texte via un avatar, comme si c'était vous qui le disiez. Et aujourd'hui, il y a vraiment, genre, la vidéo d'un côté et le texte, il faut le fournir de l'autre. Demain, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait une convergence de ces technos-là, c'est-à-dire que j'aurai mon avatar vidéo, mais derrière, grâce à l'IA et l'IA générative, je suis capable de générer des réponses qui sont des réponses intelligentes en temps réel. Et du coup, je suis capable d'apporter des réponses intelligentes en temps réel via un avatar. Et donc, potentiellement, on me pose une question et je suis capable d'y répondre, encore une fois, de façon intelligente, contextualisée, en tenant compte du niveau de connaissance et des échanges antérieurs que j'ai eus avec mes clients, dans la langue de mon client, etc. Et là, pour le coup, pour rejoindre la question du low touch de tout à l'heure, là, évidemment, l'idée, c'est pas d'aller remplacer les CSM sur du high touch dans ce genre de cas de figure. En revanche, on peut imaginer proposer des expériences beaucoup plus qualitatives à des clients qui sont plutôt traités en low touch aujourd'hui, où on les renvoie vers un centre d'aide où globalement, ils n'ont pas trop de choix que de se coltiner la doc ou regarder des vidéos, mais où il faut regarder 5 minutes de vidéo pour avoir la réponse à une question à laquelle j'aurais pu répondre en 30 secondes. Et ben demain, on peut imaginer qu'à travers ces systèmes d'avatars vidéo couplés vraiment à la génération intelligente de réponses, on puisse avoir voilà, des avatars intelligents qui vous répondent dans le coin en bas à droite de votre écran à des questions très précises et de façon tout à fait contextualisée.